Un modèle nous permet de décrire ou bien les fonctionnements ou bien les structures d'un système déterminé. Dans ces cas-là, dans les points de départ de certaines de ces pièces, ce sont des modèles pour expliquer des concepts relatifs à la représentation du temps. Dans les objets spatio-temporels, les modèles de représentation du temps étaient parfaitement pétrifiés. Il s'agissait d'un système parfaitement fermé, tandis que dans la première partie des coins de rue, il s'agit d'un modèle dans lequel la mémoire du temps n'est pas seulement spatialisée, mais la mémoire du mouvement de chacune des images filmées se conserve dans une espèce de boucle infinie. On ne peut pas savoir si le temps avance, si le temps présent de l'image avance ou s'il s'éloigne de nous ou s'il s'approche de nous. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une parfaite ambiguïté que je compare à la question paradoxale du canard lapin, mais qui n'est peut-être pas plus complexe que celle de l'illusion optique de la pyramide, dans laquelle on ne peut pas vraiment faire trancher sur l'orientation géométrique de l'objet. Dans la place A2, bien qu'il s'agisse d'un univers parfaitement déterminé, je voulais conserver l'idée d'un temps fluide. Et quand je dis que je voudrais que la place A2 trouve sa place dans l'espace public d'une façon plus ou moins équivalente à celle d'une fontaine, c'est parce qu'une fontaine est à la fois un objet purement architecturel et un système en perpétuel mouvement. Donc un spectateur qui passe, il peut ou pas s'asseoir en face et regarder l'eau changer infiniment. L'index de détermination, ça fait partie d'une deuxième évolution de cette pièce qui s'appelle Coin de rue, dans laquelle j'ai voulu créer des images prédictives. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très important dans mon travail, bien peut-être même plus important que les restes, puisqu'il s'agit de produire des images qui précèdent l'événement. Donc des images qui seraient, pour l'instant, quelques secondes avant que l'événement se produise. Tout ça est fait à partir d'un travail de réflexion autour d'un système de surveillance. Et l'index de détermination m'intéressait non pas dans un premier sens comme dans la problématique de la détermination du comportement des piétons dans un milieu urbain. Donc ça, c'est un peu l'aspect graphique de l'affaire. Mais dans un sens un peu plus profond, l'index de détermination était quelque chose qui n'est pas forcément très sérieux. Ce qui m'intéressait dans l'affaire, c'était, vous voyez, les Nations Unies font d'index de pauvreté qui détermine de façon très précise quelque chose qui n'est qu'une réalité sociale et qui est très difficile à déterminer, justement. Et c'est cet index de détermination, qu'il soit compris dans un sens ou dans l'autre, nous permet de déterminer la directionnalité d'un mouvement. Ce n'est qu'une métaphore, naturellement, mais si quelqu'un marche et sait exactement où il va, et il maintient un tempo dans sa démarche, on pourrait prédire son comportement de façon très précise. On voit une image qui est une espèce de carte postale, qui est une image un peu d'Épinal, un espace public où il y aurait des gens toujours dans un espace semi-public, semi-privé, toujours posés dans les fenêtres, et puis en bas des gens qui marchent
mais qui marche sans aller nulle part. Donc tous les personnages sont parfaitement figés. Donc ils seraient tous comme dans une espèce de bande sans fin, comme on a dans les gymnases, seulement qu'ils ne sont pas en train de courir, mais en train de marcher. Et les gens qui sont à la fenêtre, ils sont dans des boucles palindromes, ils font des mouvements parfaitement cycliques, comme voilà, les actions de fumer, de regarder un côté à l'autre de la fenêtre, ou simplement de regarder, éteindre les linges. Voilà, il s'agit d'un système de représentation qui était adopté par les premières. La façon la plus facile de les décrire, c'est les premiers. Pour les gens qui sont suffisamment âgés, ce sont les premiers jeux vidéo dans lesquels l'espace de jeu était en effet un espace de la même forme que celui de la plaza. Donc l'espace de jeu n'était pas l'espace de représentation de l'écran, mais était en effet un espace infini qui serait plié dans l'écran, ou bien un espace infini qui serait déplié plutôt dans l'écran, de sorte que la partie haute de l'écran est contiguë avec la partie basse de l'écran et la partie droite est contiguë avec la partie gauche. Il s'agirait d'une espèce d'univers fermé, parfaitement déplié, qui dans ces cas-là a la forme d'un tore. Donc, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec les cadres comme on les connaît. Ce n'est pas un cadre cinématographique puisque l'action hors cadre n'existait pas. Donc, la notion même de cadre et hors cadre disparaît. Ça n'a vraiment plus de sens puisque toute l'action se situe de toute façon à l'intérieur de l'écran. La pièce, elle est originale, mais non pas dans le sens des arts plastiques forcément, mais plutôt dans le sens des arts du spectacle. C'est quelque chose qui est une espèce de performance, une installation dans laquelle tu amènes ta pièce, tu l'installes, tu la mets à l'œuvre, tu la fais travailler. Et la première, c'était est-ce que cette œuvre elle peut avoir se souvenir d'elle-même, avoir mémoire de ce qui s'était passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement dès que l'ordinateur va s'étendre, elle enregistre son dernier état, et puis la prochaine fois qu'on va la représenter, donc un peu comme une pièce théâtrale, la pièce commence au moment où c'est fini. Dans ces conditions-là, la pièce elle a une durée à la fin qui est une durée très longue, c'est la durée pour laquelle elle a été déterminée, mais c'est la réalité pour le spectateur. Pour un spectateur courant, n'a pas la moindre importance, puisque de toute façon, la chose importante, c'est de savoir que cette image-là, bien que ce soit une image où il ne se passe pas grand-chose, elle n'est jamais véritablement la même.